It's tea time. Let's go. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un décor ensoleillé pour l'actu du mois. Alors désolée, effectivement, je n'en ai pas fait le mois dernier parce que j'ai eu pas mal de boulot avec les vidéos sur Buffy, les vidéos sur mercredi, donc je n'ai pas eu le temps de faire l'actu du mois dernier. Donc pour ce mois-ci, nous avons des nouvelles de Monsieur Armie Hammer. Rappelez-vous, je vous mets le petit i de la vidéo dans laquelle je traitais justement du scandale autour de cet acteur. Beaucoup d'accusations assez sordides le concernant, des femmes qui l'accusaient d'agression intime. Vous comprenez maintenant quand je dis intime, c'est pour éviter le mot en S, E, etc. Voilà, on fait attention avec le grand patron, maintenant vous connaissez, mais également de cannibalisme. Donc voilà, c'était un sujet assez grave. Je vous avais aussi dit qu'il y avait eu un documentaire House of Hammer qui retraçait tout le parcours de cette dynastie, de cette famille Hammer, aux mœurs un peu discutables pour certains, ça dépend, les goûts sont dans la nature, j'ai envie de dire. Et du coup, il s'était exilé sur les îles Caïmans et on n'avait plus trop de nouvelles de lui. Eh bien, il est enfin sorti du silence. Il a donné une interview à Airmail où il s'est entretenu avec James Kirchick. Je vous donne son nom parce qu'on va reparler de lui dans l'article et c'est assez intéressant ce qu'il nous raconte. Alors déjà, par rapport à toutes ces accusations, ça lui a vraiment coûté très cher. Son agence WME l'a lâché, son publiciste personnel l'a lâché également. Il a été écarté des promos de films dans lesquels il avait tourné et qui sortaient. Il a été aussi écarté de plusieurs projets cinématographiques. Et pour rappel, sa femme l'a quitté en février 2020, où on était justement en plein dans des rumeurs d'infidélité, mais également de toxicomanie. Aux dernières nouvelles, il suivait un traitement pour soigner ses addictions, ça c'était en mai 2021. Et du coup, on a enfin sa version des faits, mais également d'autres choses assez délicates qui lui sont arrivées quand il était beaucoup plus jeune, qui expliquent ses penchants. Je trouve ça bien déjà qu'il ait fait un mea culpa en disant qu'il assumait pleinement ses erreurs, qu'il prenait la responsabilité de ses actes et notamment du fait qu'il était un sale type. Alors déjà, concernant ses penchants pour le BDSM, il dit que c'est, enfin en tout cas pour lui, par rapport à tout ce qu'il comprendre sa personnalité, ça vient du fait qu'il a été abusé par un pasteur quand il avait 13 ans. Et à ce propos, il dit, je cite, « Ce que cela a fait sur moi, c'est que ça a introduit la sexualité dans ma vie d'une manière qui était complètement hors de mon contrôle. J'étais impuissant face à la situation. La sexualité m'a été présentée d'une manière effrayante où je n'avais aucun contrôle. Mes intérêts sont alors allés vers « je veux avoir le contrôle de la situation ». Et il dit aussi aux journalistes qu'il interviewe qu'il s'était confié à un ami à l'époque, plus âgé mais qui est maintenant décédé, ainsi qu'à sa marraine, qui a confirmé d'ailleurs auprès de Airmail qu'effectivement elle avait déjà parlé de ça avec lui. Donc voilà, il n'a pas été introduit à la sexualité de manière saine et pour lui, il a voulu reprendre le contrôle, avoir un contrôle sur la situation une fois adulte. Et dans cette interview, ils reviennent également sur la fameuse personne qui a déclenché en fait tout ça sur les réseaux. Donc son pseudo c'était House of Effie. Donc cette personne dont le vrai nom est Efrosina Angelova. Alors cette jeune femme déclarait que Armie l'avait agressée intimement, qu'elle avait entretenu une relation avec lui pendant plusieurs années même. Et afin de constituer un dossier, une plainte contre Armie, elle avait fait appel à la célèbre avocate Gloria Allred. Mais aucune accusation n'a été déposée et les deux femmes ne se sont plus contactées. Alors le journaliste en question qui a interviewé Armie, donc ce Kirchick, il a essayé de rentrer en contact avec cette jeune femme, elle a refusé et elle l'a même bloqué. Et on apprend par cet écrivain que cette femme, donc Angelova, avait envoyé les messages qu'elle échangeait avec Armie à sa femme. Donc concrètement elle l'a balancé. Alors concernant sa rencontre intime avec
Armour qu'elle a qualifié d'abus. Armie dit que non, en fait, ça a été orchestré. Ils ont orchestré ça ensemble. Alors, je cite, « Elle a planifié tous les détails jusqu'au Starbucks où je la verrais, comment je la suivrais chez elle, comment sa porte d'entrée serait ouverte et déverrouillée, que j'entrerais, et nous nous engagerions dans ce qui est appelé une scène de non-consentement consensuel. Chaque chose a été discutée en amont. Je n'ai jamais imposé cela à quelqu'un de façon inattendue. Jamais. » Donc en fait c'était un jeu de rôle et elle était donc consentante. Il a même montré aux journalistes des échanges de textos entre eux, prouvant que la fille, elle était complètement open dans le délire. Et voilà quoi, enfin non. Et concernant les deux femmes dont je vous avais parlé et qu'on retrouve donc dans ce documentaire, Courtney et Paige, alors elles aussi elles ont refusé de répondre aux journalistes et de commenter tout ça. Et Armie explique que ces femmes-là, oui effectivement elles étaient plus jeunes que lui, elles avaient la vingtaine, lui la trentaine, mais qu'à cette époque-là, vu que c'était un acteur à succès, concrètement, il a pas eu de mal à les avoir, quoi. Elles étaient juste contentes, heureuses d'être avec lui et que, pour lui plaire, elles acceptaient beaucoup de choses. Et il est conscient qu'il y avait donc un déséquilibre de pouvoir dans la relation. Il l'admet à 100%, il a été violent émotionnellement avec elle. Mais d'après ce qu'il dit, on comprend bien que effectivement elles ont accepté de faire des choses certainement pour lui faire plaisir et parce que c'était Armie Hammer, un des acteurs in du moment, un beau gosse d'Hollywood. Oui, il en a profité, oui, ça a été un port, mais c'est pas pour autant qu'il les a prises de force, on va dire. On entend par là donc qu'il a dû bien se payer leur tête, quoi. Voilà, il s'est servi d'elle et après ciao. C'est pas cool, mais c'est pas pour autant qu'il les a agressées. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'interprète ses propos. Je suis ici pour assumer mes erreurs, assumer la responsabilité du fait que j'étais un abruti, que j'étais égoïste, que j'utilisais les gens pour me sentir mieux. Et quand j'ai eu fini, je suis passée à autre chose. Je suis maintenant une personne en meilleure santé, plus heureuse et plus équilibrée. Je peux être là pour mes enfants comme je ne l'ai jamais été. Je suis vraiment reconnaissant pour ma vie et mon rétablissement et tout ce qui s'ensuit. Je ne reviendrai pas en arrière et ne détruirai pas tout ce qui m'est arrivé. Et il dit justement qu'il a trouvé un but en aidant un autre toxicomane. Donc il est devenu parrain pour quelqu'un d'autre qui avait besoin d'aide, parce qu'il souligne quand même que la toxicomanie est un gros problème dans sa vie et que ça l'a justement fait déraper pas mal de fois, et que par rapport donc à ce garçon dont il s'occupe, il a emménagé avec lui. Il lui apprend à avoir une routine saine. Il fait attention à ce qu'il assiste bien à toutes ses réunions, donc des réunions de rétablissement, si on peut dire. Il l'emmène également faire du sport et il lui cuisine des aliments sains. Et il dit, je cite, « J'ai l'impression que mon rétablissement est passé de moi à celui qui a besoin d'aide pour rester sobre, à moi de pouvoir aider les autres. » Tellement que tout ça, ça l'avait affecté, il a tenté de mettre fin à ses jours. Il a voulu se noyer, en fait. Il est parti nager. Il a nagé de plus en plus loin et il espérait juste soit se noyer, soit se faire percuter par un bateau, soit se faire dévorer par un requin. Seulement il s'est souvenu quand même qu'il y avait ses enfants qui étaient là à terre et que non, il n'avait pas le droit de faire ça, quoi. Mais voilà jusqu'où il est tombé. Il a reçu de l'aide de l'acteur Robert Downey Jr. J'espère que je prononce bien. Donc lui c'est pareil, Iron Man, il revient de très loin. Il a eu des problèmes d'addiction, que ce soit au niveau substance ou au niveau boisson, et qui d'ailleurs est devenu un défenseur de la sobriété. Robert lui a beaucoup parlé de cette cancel culture et que justement Robert avait trouvé, on va dire, le chemin de la rédemption et qu'il a réussi donc à revenir à Hollywood. Mais c'est pas facile, quoi, parce que dans ce milieu-là particulièrement, on n'a pas le droit à l'erreur, en fait. Dès que quelqu'un fait quelque chose de mal, on le jette comme un vieux Kleenex sans aucune chance de réhabilitation. Il a également été soutenu par un des producteurs du film Call Me By Your Name, dans lequel Armie jouait avec Timothée Chalamet, et ce producteur-là disait que toutes ces allégations étaient que de la pure bêtise et que oui, il mérite une seconde chance. Donc pour l'instant, voilà, c'était la fin de l'interview. Je trouve ça quand même très intéressant et il est vrai, je vous l'avais dit d'ailleurs à l'époque, qu'il fallait mieux attendre de voir ce que tout ça allait donner avant de condamner cet homme-là. Pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment de
plaintes qui ont donné quoi que ce soit, ou je sais même pas si les plaintes ont vraiment été déposées parce qu'on n'en parle plus du tout de cette histoire. On l'a juste cancel et ciao, après on sait plus ce qui s'est passé quoi. Attendons de voir également s'il y a quelqu'un d'autre qui sort du silence, qui porte plainte et que là il y a vraiment des preuves matérielles et tangibles pour savoir vraiment si ce type-là est coupable de réelle violence ou non. Voilà. Maintenant parlons un petit peu de Kanye West parce qu'avec tout ce qui s'était passé, je vous avais fait 3 vidéos sur lui. Il avait disparu après sa fameuse interview avec le moustachu. On ne trouvait plus nulle part. C'était en décembre 2022. Il n'y avait plus rien. Il était injoignable, introuvable. Il avait apparemment disparu depuis le 14 décembre et il était justement en litige avec son ex-associé. Alors pourquoi il le cherchait autant, ses avocats? Parce qu'ils voulaient rompre leur contrat avec lui. Donc ils ont cherché à le contacter pour voilà, mettre tout ça en place. Injoignable aussi bien au téléphone que par tout autre moyen. Mais il est réapparu, marié. Alors là, sa nouvelle épouse s'appelle Bianca Censori et apparemment ils ont fait une petite cérémonie privée à Beverly Hills, mais c'est pas un vrai mariage parce qu'ils n'ont pas obtenu le permis de mariage. Donc c'est pas vraiment une vraie union, en fait c'est plus officieux qu'officiel. Alors l'entourage de la mariée entre guillemets du coup est très content, hein. Ils sont très heureux qu'elle soit mariée avec, enfin qu'elle soit en couple en tout cas avec Kanye. Et donc c'est qui cette fille? C'est une ancienne collaboratrice à lui. Donc elle travaillait sur sa marque Yeezy en tant que responsable de l'architecture et elle avait donc été embauchée en 2020 après avoir obtenu sa maîtrise. Alors afin d'être tranquille, elle a désactivé ses réseaux sociaux parce que naturellement se doutait très bien qu'ils allaient être surmédiatisés, examinés à la loupe, etc., etc. Et elle apparemment c'est pas son truc. Elle veut vraiment être dans une relation calme et discrète. Pour rappel, ça faisait donc 2 mois que le divorce entre Ye et Kim était officialisé. Et du coup, on a eu Kim Kardashian, son ressenti sur la situation, du moins indirectement. Alors d'après ce qu'il se dit, Kim ne peut pas blairer cette meuf. Elle l'a même pour être plus précise. Alors c'est une source, toujours des gentilles sources qui balancent. Elle ne l'aime pas parce que déjà quand elle était avec Kanye, elle avait remarqué que cette fille essayait de se rapprocher de son mari, donc ça lui plaisait pas trop, normal. Et cette fameuse source donc déclare également que Kim ne l'aime pas parce qu'elle est belle et que Kim déteste les belles femmes. Donc voilà, selon cette source, Kim ne serait pas contente et elle se plaint également de sa difficulté à gérer la coparentalité avec Ye. Ça, c'était dans un podcast animé par Angie Martinez où elle confiait: c'est sacrément difficile. Un jour, mes enfants me remercieront d'être restés assises là et de ne pas avoir accablé leur père comme j'aurais pu le faire. Il a fait des idioties complètement folles ces derniers mois. Ils me remercieront et je répondrai à toutes les questions qu'ils me poseront en privé. Mais donc voilà, Ye n'est pas officiellement remarié, mais c'est tout comme, voilà, il s'est remarié, il passe à autre chose, donc attendons de voir ce qui nous réserve pour la suite. Et maintenant, un petit tour du côté de Britney Spears. Je vous ai dit que je vous préparerais une vidéo sur elle. J'avais commencé et j'ai dû m'interrompre parce qu'il y avait l'affaire Marilyn Manson qui me prenait beaucoup de temps, et le cas Britney va me prendre également énormément de temps parce qu'il y a énormément de choses à regarder. Je ne vais pas m'étaler sur ces apparitions Instagram tout aussi bizarres les unes que les autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir juridiquement parlant où elle en est. Qu'est-ce qui se passe donc? Est-ce que la tutelle est vraiment levée ou pas levée? Parce qu'il y a encore des interrogations à ce niveau-là. Elle est aussi dans certaines choses par rapport à son père. Il y a eu des audiences qui ont eu lieu l'année dernière. Il va y encore en avoir cette année-là. Bref, il y a tout un micmac. Donc, il faut vraiment que je lise tous les documents qui ont été déposés. Tout est en anglais. Ça prend un temps fou. Il faut également que je vois quels sont les protagonistes encore autour d'elle, qui gère quoi, gna. À mon sens, c'est le plus important à comprendre. Ça pourra justement peut-être donner des pistes de réponse par rapport à son comportement sur les réseaux, parce que si c'est juste pour parler de son comportement sur les réseaux, on n'a pas la réponse, voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été touché là-haut et qu'elle essaye tant bien que mal de je sais pas en fait, je sais pas si elle tente de se ressaisir ou de juste garder la tête hors de l'eau ou de lâcher prise, je sais pas trop en fait, mais bon, elle seule le sait, peut-être pas vraiment, mais bref. Mais toujours est-il qu'il y a quand même quelque chose qui a secoué un petit peu l'univers de Britney là récemment, c'était le 29 janvier. Elle assurait que non,
Elle n'était pas en pleine dépression. Après, donc encore des rumeurs qui étaient sorties. Je suis qui je suis et j'avance dans ma vie. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. C'est une opportunité de savoir que j'ai de l'importance et que peut-être si vous étiez à ma place, alors peut-être, juste peut-être, vous pourriez comprendre. Je continue d'apprendre qu'il n'y a en fait aucune règle. Voilà ce qu'elle déclarait. Sauf que ses proches ont fait un peu de bruit en disant non, ça ne va pas du tout. Elle se comporte de plus en plus bizarrement. Elle est souvent debout toute la nuit. Elle dort la journée et elle est tout le temps en colère. Et donc, ils sont très inquiets parce qu'ils disent également qu'elle ne prend pas ses médicaments. Il y en a même un qui a déclaré le 9 février, alors on ne sait pas qui, mais un proche qui dit qu'elle avait peur qu'elle meure, carrément. Et du coup, apparemment, ses proches avaient même prévu une intervention dans une maison de Los Angeles spécialement louée pour lui permettre de suivre un traitement médical, en plus de bénéficier d'une aide psychologique pendant 2 mois. Sauf que cette opération spéciale a été annulée dès lors que Britney en a été quelque peu consciente. Donc ils disent, tout le monde avait espéré que Britney pourrait être convaincue de se faire soigner avant que les choses n'empirent, mais ils savaient que ce ne serait pas facile. Et donc apparemment, dans cette maison, là où ils avaient prévu cette fameuse intervention, se trouvait donc son mari, Sam Asghari, ainsi que son manager, mais aussi des médecins. Mais elle aurait donc découvert le poteau rose, donc ça a été annulé. Mais apparemment, elle aurait tout de même accepté de rencontrer un médecin. Le rendez-vous se serait bien passé. L'intervention, finalement, elle a été jugée inutile, donc ils ne l'ont pas reprogrammée. Et donc ce proche, on ne sait pas qui, dit également, si les gens connaissaient l'état de santé réel de Britney, je pense que cela révélerait que ses problèmes mentaux sont bien plus graves qu'on ne le pense. Indépendamment de son état mental, il n'est pas nécessairement approprié qu'elle soit sous tutelle. Il y a des façons moins dures de gérer cela. Mais le gros souci, c'est les médias qui déforment tout, qui sont hystériques, parce qu'en fait tout ça est survenu après que TMZ l'ait filmé dans un restaurant en titrant des choses scandaleuses, je trouve. Il disait qu'elle était devenue folle, qu'elle perdait les pédales dans le resto, alors que juste ça la gonflait qu'il la filme, tout simplement. Et donc par rapport à tout ça, parce que forcément les déclarations de ses proches qui s'inquiètent qu'elle ne meure, ça l'a fait réagir, elle a déclaré « Ça me rend malade de savoir qu'il est légal pour des gens d'inventer des histoires selon lesquelles j'aurais failli mourir. Trop, c'est trop. Je vais sûrement devoir arrêter de poster sur Instagram parce que même si j'aime ça, beaucoup de gens ne veulent pas mon bien. Encore une fois, la tutelle est terminée depuis presque 1 an. Non les gens, ce n'est pas 2007, c'est 2023 et je cuisine mes premières lasagnes maison chez moi. J'ai enfin réussi à faire fonctionner ma cheminée dans mon salon. Comme mon mari le dit si bien, ne croyez pas tout ce que vous lisez, tout cet amour vous revient. » Et Sam donc a déclaré également de son côté, « Ma femme contrôle totalement sa vie et continuera à prendre toutes les décisions concernant ses soins, quelles que soient les circonstances. Les spéculations sur sa santé sont inappropriées et devraient cesser immédiatement. » Voilà, alors cette intervention a une sensation de déjà-vu pour moi, c'était il y a de cela 2-3 ans, je ne sais plus, je vous mettrai la fameuse photo où on voyait Britney avec son mari, enfin son fiancé à l'époque, où elle avait l'air complètement à l'ouest, complètement perdue, et ça avait encore été une des nombreuses interventions de force, internement de force, et elle était donc encore sous tutelle à ce moment-là. Je me demande si vraiment ils auraient eu le droit de faire ça, si elle n'avait pas découvert le poteau rose et qu'elle s'était pointée donc dans cette maison, je me demande s'ils auraient pu l'enfermer pendant 2 mois pour se faire soigner, tout ça, parce que, encore une fois, ça recommence quoi. Sauf qu'elle n'est apparemment plus sous tutelle. Pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment que j'aille fouiller dans ces documents pour voir vraiment ce qu'il en est, ce qu'ils ont le droit de faire et de ne pas faire, quels sont encore ses droits réellement, parce qu'elle n'est peut-être plus sous tutelle, mais je crois qu'il y a quand même des conditions, donc à voir. Voilà les amis, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve ce week-end pour une nouvelle vidéo. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.